Ok, donc maintenant qu'on a créé nos petits wireframes, on va pouvoir construire notre application. Donc l'outil qu'on va utiliser, c'est cette plateforme qui s'appelle Expo. Donc le site c'est expo.dev si vous ne connaissez pas déjà. Et donc en fait ce que cette plateforme va nous permettre, c'est vraiment de créer de bout en bout un projet donc en React Native, en React Native. Et du coup, juste à titre de rappel, React Native, ce que ça va nous permettre essentiellement de faire, c'est que grâce à une seule code base, c'est-à-dire un seul corps de code, à la fois de coder pour une machine iOS et une machine Android. Et donc ça, c'est très puissant pour plusieurs raisons. La première, bah, c'est qu'on réduit drastiquement nos coûts donc de développement. Si jamais on a besoin de recruter des, euh, des développeurs, si on est en start-up ou des choses comme ça, ben, enfin, une seule personne peut faire le travail de deux concrètement. C'est plus facile à la longue pour la maintenance puisqu'il y a plus de développeurs qui développent en JavaScript, puisque React Native essentiellement c'est du JavaScript. Euh, Ça nous permet aussi en fait de, euh, de structurer plus facilement un projet pour pouvoir éventuellement le modifier ou le servir à nos utilisateurs de manière plus efficace et on va en parler un tout petit peu par la suite. Donc l'outil qu'on va utiliser c'est lui, il s'appelle Expo. Donc juste à titre de remarque, c'est quand même une plateforme qui est payante. Normalement, pour notre utilisation, on va être dans la gratuité, donc on n'aura pas besoin de payer a priori pour pouvoir créer notre application. Le cheminement d'une application avec Expo est très très simple. La première chose évidemment qu'on fait, c'est de créer un projet, c'est-à-dire concrètement un dossier avec des fichiers qu'on va pouvoir modifier, dont on va modifier le code pour pouvoir ressembler au maximum à l'intelligence de notre application et donc au look aussi, donc à l'interface qu'on a créée dans nos wireframes et puis l'intelligence qu'il y a derrière. Et donc une fois que ce projet est fini, donc une fois que tous nos fichiers sont modifiés à notre guise pour correspondre exactement à l'utilisation qu'on veut, on va pouvoir build une application. Donc, à partir de ce JavaScript, de ce React Native et de tout ce projet, construire une application effectivement qui soit compréhensible par un téléphone Android ou un téléphone iOS. Et donc ici, donc c'est le nombre de builds qu'on a par mois, on en a 30. Elles sont lower priority parce que la manière dont marche Expo, c'est que tous les développeurs qui ont besoin de build leur application se mettent dans une queue les uns derrière les autres. Et puis voilà, ceux qui n'ont pas de la priorité, ben, on reste dans la queue jusqu'à ce que les gens qui... Enfin, soit jusqu'à ce que notre tour arrive, soit après que les gens qui ont... enfin, les développeurs qui ont une plus grande priorité parce qu'ils ont payé ont fini de construire leur application. On en a concurrency, ça veut dire combien d'applications sont en train d'être construites par nous à ce moment-là. Donc là, on n'en a qu'une, donc dans la formule gratuite. C'est pas très grave, c'est pas limitant puisque à chaque moment, on va avoir besoin de construire qu'une seule application qu'on va directement submit au store. Mais on peut très bien imaginer que si l'entreprise devient plus complexe, plus compliquée, ou même l'application, on a besoin d'une build pour la production, une pour tester, une peut-être pour prototyper dans le futur quelques fonctionnalités, une pour faire des essayages, du, du debugging, etc. Donc on a peut-être besoin de plusieurs à chaque moment, enfin à un moment donné, pardon. Et le build timeout, en fait, c'est le temps que ça prend pour une build d'être construite effectivement. Alors, notre application, heureusement, va pas être très compliquée en termes de package, etc. Donc, elle prendra moins que 45 minutes, ça c'est sûr. Mais on peut très bien imaginer que si elle devient très complexe, avec plusieurs fonctionnalités, avec plusieurs packages, etc., bah ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps et donc dépasser les 45 minutes, à ce moment-là, il faudra payer. Euh, donc une fois qu'on a fini notre projet, fini de modifier, on build, puis après on submit au store. Donc on submit, puis après sur chacun des comptes de développeurs qu'on a, donc soit chez Apple Developer, soit chez Google Play Developer, enfin Google Developer, on va pouvoir modifier la metadata de notre application, c'est-à-dire la description, des screenshots, le prix éventuellement, des choses comme ça, qui sont spécifiques à la manière dont on contrôle les données. On
on va le modifier directement sur la plateforme, mais ça, ce que ça fait, en fait, c'est que notre build, ça l'envoie directement à notre compte, ça l'associe à notre compte chez la plateforme. Alors quelque chose qui est très, et dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est puissant avec React Native, et donc ce que ça nous permet, que nous permet pas de faire Swift ou Kotlin directement, c'est de faire des updates. C'est-à-dire qu'en fait, on peut updater notre application. Évidemment, il faut que ça reste que des modifications de type JavaScript. Donc dans nos fichiers JavaScript ou TypeScript d'ailleurs, on va pouvoir modifier, je ne sais pas, par exemple, on a remarqué qu'un bouton ne marchait pas bien, qu'on a oublié de charger un son, on a oublié, enfin on a mis la mauvaise couleur quelque part, on a envie de changer le layout de quelque chose, etc. Tant que ça reste du JavaScript, on peut le modifier et le shipper à l'utilisateur directement. Alors on aura une limite de 1000, ce qui est très bien. Alors ça peut être limitant si voilà, on remarque plusieurs choses et on est au début d'une application et on remarque beaucoup d'erreurs. Mais en revanche, là où c'est important, c'est que ça évite que l'utilisateur ait besoin de re-updater la... Donc, soit il a des updates automatiques sur... alors, le mot update est un peu ambigu puisqu'ici, en fait, c'est des updates qui n'ont pas besoin que l'utilisateur réinstalle l'application. Je ne sais pas si vous avez vu des applications avec une icône qui charge, comme si l'application était en train de télécharger pour la première fois. Bah, quand l'application est entre guillemets mise à jour, c'est quelque chose qui est fort, entre guillemets. C'est comme si l'utilisateur retéléchargeait l'application. Alors, il y a plusieurs qui ont ça automatiquement, enfin qui téléchargent les applications automatiquement, mais d'autres pas. EAS Update, ce qu'il permet de faire, en fait, c'est comme quand on modifie du JavaScript sur une page web, et quand on recharge la page, ben, on voit les modifications. Donc en fait, l'utilisateur, il aura besoin juste de fermer l'application et de la rouvrir pour pouvoir voir les nouvelles fonctionnalités ou les nouveaux boutons ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins intrusif, que l'utilisateur ne se rendra même pas compte. Et parfois, ça arrive, vous ouvrez une application, il y a une couleur qui a changé, un format, sans qu'on ait eu besoin de updater, enfin de retélécharger l'application, c'est-à-dire la update sur le store elle-même, si on n'a pas les updates automatiques. Donc ça, en fait, ça envoie comme des injections de JavaScript à notre application sans qu'on ait besoin, voilà, ni que l'utilisateur recharge l'application sur le store, ni qu'on reconstruise notre application. Donc, quand on fait des updates, on update directement une build qui est déjà préexistante. C'est ça l'avantage. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas update, typiquement le nom de l'application, si on rajoute une langue, si on change l'icône, des choses comme ça ce sera le splash screen, etc. Ça, ce ne sera pas possible d'envoyer ça en update. Il faudra reconstruire l'application, donc faire une build, c'est-à-dire dépenser des choses ici. Et une fois que ça c'est fait, l'utilisateur devra retélécharger l'application, enfin retélécharger, devra cliquer sur le fait de la mettre à jour. Donc il devra la mettre à jour soit physiquement, soit s'il a les mises à jour automatiques. Et donc, comme tous ne l'ont pas, ça peut, voilà, il y aura peut-être des utilisateurs qui n'auront pas toujours la dernière version. Tandis que là, si c'est des modifications, je répète encore une fois, mais simplement pour qu'il y ait une meilleure mémorisation, ça, on n'aura pas besoin que l'utilisateur mette à jour son application. C'est fait automatiquement, comme si on revisitait la page et en fait, les modifications ont été apportées. Voilà, alors, donc ça se structure assez simplement comme ça. Donc on va créer un projet, éventuellement build, submit au store, et si on remarque des choses qu'on a modifiées, ben, on fera des updates. Donc il y a, pour créer un projet Expo, c'est assez simple. On va utiliser la Expo CLI, donc la Expo Command Line Interface. Comme ça, de notre terminal, on pourra contrôler notre projet en ce qui concerne les packages, en ce qui concerne le lancement de l'application, le testing sur des simulateurs, etc. Et donc, vous voyez que ce Expo CLI s'est installé avec NPM, Node Package Manager, qui vient
avec Node, quand on a Node sur son ordinateur, vous pouvez vérifier sur votre ordinateur si Node et NPM sont installés. Et s'ils ne le sont pas, il faut absolument les installer. La manière que je recommande, c'est avec NVM, Node Version Manager. C'est une manière très propre parce que parfois Node fait des problèmes dans un dossier, pas dans l'autre, selon des règles d'accès, etc. Mais avec NVM, normalement, ça marche assez bien. Donc, il y a deux moyens de le faire. Donc, un vraiment sur Mac et Linux et l'autre sur Windows. Je vous laisserai des liens pour des tutos pour pouvoir installer Node si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez des erreurs par rapport à Node et NPM, je vous recommande de les désinstaller complètement, puis de les réinstaller avec NVM. Et quand vous installez Node avec une version, voilà, la dernière version stable. Donc voilà, une fois qu'on a installé Node et NVM, et par le même coup NPM, puisqu'il ne s'installe pas séparément. Et quand on installe Node, on a automatiquement NPM. Bah, on installe ce Expo CLI. Comme ça nous permettra de contrôler notre projet plus facilement. Puis, avec cette autre commande, bah, on peut créer une application Expo. Donc, on va créer l'application, c'est-à-dire concrètement, juste pour récapituler, un projet, c'est-à-dire un dossier avec des fichiers qu'on peut modifier. Une fois qu'on a fait toutes les modifications qu'on a fait, bah, on peut en même temps toujours tester, voir ce que ça fait sur un simulateur ou sur notre device physique, sur notre machine physique. Une fois qu'on est satisfait avec le résultat, bah, on peut build l'application, c'est-à-dire la construire, c'est-à-dire concrètement la traduire en langage natif pour qu'elle puisse exister sur un vrai téléphone physique de l'utilisateur, qu'il soit sur Android ou qu'il soit sur iOS. Et une fois qu'on a cette application construite, on va pouvoir la submit au store pour que notre utilisateur puisse effectivement la télécharger in fine. Alors, une toute dernière chose sur les limites de React Native, c'est que comme je l'ai dit, ça a un avantage incommensurable qui est le fait de pouvoir, avec la même code base, le même code, faire à la fois Android et iOS, et même du web. Mais les limites de ça, c'est que si on a besoin de certains objets qui sont très très spécifiques à la machine, vous pouvez penser par exemple à quelque chose du domaine de la réalité augmentée ou des choses comme ça qui sont très très spécifiques à la plateforme. Bah, dans ce cas-là, il va falloir repasser par Xcode. L'avantage en fait quand même de React Native, c'est que toute la partie commune, c'est-à-dire les boutons, les interfaces, les interactions, tout ça, on peut le faire sur, euh, avec Expo, donc avec du React Native, et jusqu'au moment où on a besoin de quelque chose de très spécifique à la plateforme, et dans ce cas-là, on éjecte l'application de Expo et on va la finir sur Xcode ou sur Android Studio pour avoir vraiment la main mise sur des détails qu'on ne pourra pas, par exemple, contrôler sur Expo. Alors normalement, nous, en ce qui nous concerne, pour Moula, on n'aura pas besoin d'éjecter parce que les fonctionnalités qu'on va utiliser sont assez basiques, entre guillemets, et communes aux deux plateformes. Et donc on n'aura pas besoin d'éjecter a priori. On ne fait pas de jeu spécifique, bon, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Si on fait ça dans le futur, bah, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est ça un petit peu la limite, c'est que bah, il y a parfois des choses qui sont intraduisibles entre les deux machines, et donc dans ce cas-là, il va falloir repasser par du code entre guillemets natif. Donc voilà un petit overview de Expo et pourquoi c'est vraiment pas mal. Vous avez plein d'autres types de plateformes ou de frameworks qui vous permettent de faire du code pour les deux plateformes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'utilise Expo. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Mais si vous voulez en explorer d'autres, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, voilà.